Alors, j'espère que vous aviez bien mangé parce que c'était... Alors, on applaudit à tous ceux qui nous ont... Les Vercors, la Chartreuse, l'Isère qui nous ont accompagnés avec des repas fantastiques dans un jardin, c'était avec des températures vraiment un peu d'été. Et là, donc, on termine, et comme dans la tradition un peu de nos rencontres du patrimoine alimentaire alpin, on termine sur une note institutionnelle, politique et stratégique, avec donc ce titre que vous voyez, Les Alpes, laboratoire des bonnes pratiques pour un patrimoine alimentaire vivant. Quelles actions envisager? Comment les institutions et les politiques peuvent continuer à soutenir ce processus? Et aussi, qu'est-ce que les uns et les autres attendent des différents acteurs politiques et institutionnels? Alors, je propose un tour de table pour que chacun puisse se présenter dans son rôle et dans sa mission ici pour le patrimoine alimentaire alpin. Certains ont déjà parlé pas mal pendant ces journées, d'autres non. Donc, nous avons la chance d'avoir aussi les parcs du Vercors. Alors, c'est de Chartreuse, mais à chaque fois, je me trompe. Mais c'est terrible. Mais je sais, parce qu'en plus, la Chartreuse, c'est ma passion et j'ai habité presque en Chartreuse. Donc, et en fait, alors c'est bien parce que, si vous voulez, on n'a pas les parcs de Bauge aujourd'hui représentés. Mais comme je le disais tout à l'heure quand on mangeait, le fait que d'autres parcs rejoignent les réseaux en fait qui se créent des parcs régionaux en France, c'est encore plus important que d'avoir, soi-disant, les acteurs historiques qui accompagnent ce projet, donc les baronnies provençales et les Bauges. Et donc on est très très content d'avoir, non pas les Vercors, mais la Chartreuse, et de pouvoir échanger aussi à ce niveau-là, les réseaux de parcs. Donc c'est un sujet très très important pour nous en France, mais je pense aussi dans les autres pays, parce que le rôle de parcs, de zones protégées, c'est quand même un rôle très très important pour l'avenir de nos montagnes. Donc je laisse l'animation à Julien qui est donc un soutien fondamental pour la Suisse de tout ce processus. Et je reste à côté là pour rester avec vous. Mais voilà, donc bon travail pour ces conclusions. Merci beaucoup Valentina. Merci d'être encore présente et présent à cette heure-ci, un vendredi après-midi. L'idée, après 2 jours à échanger sur des bonnes pratiques, c'est de se rappeler que ces bonnes pratiques, elles existent parce qu'elles ont un cadre institutionnel. Des agents, des collectivités territoriales permettent ce type de démarche, les soutiennent financièrement, aussi parfois par des compétences, des mises à disposition diverses. Et donc ce fameux laboratoire que nous avons dans le titre de cette table ronde, ce laboratoire, il doit être équipé, il doit être financé, il doit peut-être aussi être doté de missions particulières. Donc l'idée, c'est de décrire un peu les conditions de ce laboratoire ensemble. Pour faire ceci, je propose de vous passer à tour de rôle la parole en vous demandant, peut-être, après une petite introduction de votre fonction, en vous demandant qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre laboratoire pour favoriser des bonnes pratiques en lien avec le patrimoine alimentaire, pour sa diffusion, pour sa valorisation à différents niveaux. Et je vais commencer par poser la question à Cyril Maldinier, vice-président en charge de la ruralité, de l'agriculture et de la forêt du département de l'Isère. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous cet après-midi. Quand je dis bonjour, je fais un bonjour collectif. On est entre nous, on ne va pas rentrer dans des protocoles. Mais c'est vraiment un plaisir de partager ce temps d'échange que nous allons avoir cet après-midi. Surtout qu'hier soir, j'ai eu grand plaisir aussi d'être présent lorsque des producteurs de la marque Isère étaient présents pour une animation de 18h à 20h, et ça m'a permis de croiser certains d'entre vous. Et je trouve que cette expérience est vraiment capitale. Vous savez, le département de l'Isère, c'est un gros département, c'est près d'1 300 000 habitants. C'est un grand département à qui lui manque une chose, la mer. Non mais c'est vrai.
Il manque juste la mer. Par contre, on a tout le reste. On a tout le reste. Et pour moi, je dirais quelque part, être vice-président en charge de l'agriculture, la forêt et la ruralité, je dirais, c'est une mission, c'est une délégation, mais remarquable et qui permettent de rencontrer de très belles personnes. Quand je dis très belles personnes, c'est des gens passionnés. Moi, j'aime les gens passionnés et je pense que vous en faites partie. Et ça nous permet, je dirais, de décliner nos politiques, je dirais, départementales, mais tout le temps en partenariat avec les différents partenaires. Donc, on a Aurélien Clavel, qui est président de la Chambre d'agriculture, mais il se présentera tout à l'heure. À ma gauche, j'ai Dominique Escaron, aussi président du Parc national de Chartreuse, régional, pardon, de Chartreuse, avec qui aussi on partage un travail, je dirais, vraiment consensuel. Et j'aurais pu te dire la même chose avec le collègue du Vercors, parce que quelque part, notre point de chute, quelque part, c'est le bien vivre sur notre département de l'Isère. Et dans le bien vivre, il y a l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est vraiment capital. Alors, je ne sais pas le temps de parole que j'ai, comment ça se passe, c'est juste une présentation. Présentation, et puis une première question sur cette idée de qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce fameux laboratoire? Quelles sont les mesures que le département de l'Isère peut prendre pour favoriser des démarches en faveur du patrimoine alimentaire? Du patrimoine alimentaire. Tout à l'heure, j'ai parlé, par exemple, je donne un exemple, la marque Isère. La marque Isère, qu'on a présentée un peu rapidement hier lors de mes propos, de mes différents propos. La marque Isère, c'est vraiment une volonté parce que c'est une marque, vous savez, qui est très récente sur le département de l'Isère. Elle date de 2018, donc c'est récent. Et qui est commercialisée par le pôle agroalimentaire, donc où Aurélien en est d'ailleurs le président. Et dans la marque Isère, on a 3 objectifs. Il y a le local, donc vraiment le local. La qualité, donc soit HVE, soit bio, et surtout, au bout du bout, c'est la juste rémunération pour, je dirais, les producteurs, que ce soit les agriculteurs ou les artisans. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment capital dans toutes les démarches qu'on puisse engager sur le département. Vous savez, depuis la loi NOTRe, mais je ne vais pas rentrer trop dans chaque institution, nous avons parlé des certaines compétences. Et moi, je suis très heureux et je remercierai sans cesse le président Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, qui a souhaité vraiment maintenir la compétence agriculture-forêt au sein du département, alors que ce n'était pas une compétence obligatoire. Donc, vous savez, le département, la grosse compétence obligatoire, c'est le social. C'est plus de 800 millions d'euros tous les ans, c'est la compétence obligatoire. Nous, le département, on a fait ce choix fort de maintenir, je dirais, cette compétence avec une enveloppe globale aux alentours de 10 millions d'euros, ce qui n'est pas anodin pour un département comme le département de l'Isère. Et donc, cette volonté, c'est de travailler vraiment au plus juste avec l'ensemble des acteurs. Et ces ensembles des acteurs, on se connaît tous. C'est les filières, c'est travailler avec les filières et toujours en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Parce qu'on travaille avec et pour. Avec et pour. Et donc, je vous parlais de la marque Isère, mais je peux vous donner un autre exemple. Vous savez, le département a la compétence aussi des collèges. Collèges, 97 collèges sur le département de l'Isère. Et en 2021, on a fait un choix fort, d'équité, je dirais, de mettre le repas à 2 euros pour l'ensemble des enfants, l'ensemble des collégiens. Et je trouve ça remarquable. Même si au bout du bout, ça ne coûte pas 2 euros au département de l'Isère, parce qu'on rajoute, et vous le savez, je crois presque 6 euros, je pense que c'est ça, Christophe, pardon. Ouais, on rajoute 6 euros au repas, mais ça permet, je dirais, aux enfants qui mangent ce qu'on appelle les demi-pensionnaires dans les collèges, à avoir, je dirais, un repas de qualité. Et à l'heure où je vous parle, 64% des produits mangés par les enfants sont locaux ou bio. 64%.
Et ça aussi, c'est un exemple. Vous voyez, moi, j'ai choisi ces deux exemples parce que c'est quand même des marqueurs, vraiment des marqueurs. Après, on pourra aller plus dans le détail. Les marqueurs de la politique départementale. Et nous, l'objectif, c'est d'arriver à l'horizon 2028 au 100%. Mais c'est un travail pour qu'on y arrive. Il faut qu'on travaille, pareil, avec l'ensemble des acteurs, à ce qu'on appelle une structuration des filières. La structuration des filières. Et c'est pas simple. Parce que je vais pas dire aujourd'hui, le département de l'Isère, d'ici 2028, on va manger 100% bio, alors qu'on sait pertinemment que 100% bio, c'est très compliqué. Et nous, l'objectif, c'est pas d'aller acheter du bio dans un pays étranger. C'est vraiment faire travailler le local. Le local, quand je parle de local, c'est le département, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez, c'est ça le local. Et ça, c'est là vraiment l'importance, parce que vous savez, et j'en terminerai pour cette première partie. Le département de l'Isère, il y a 512 communes sur le département de l'Isère. Plus de 70% de ces communes sont rurales. Et le principal acteur de la ruralité, l'acteur économique, c'est l'agriculture. Et donc là, maintenant, il y a un choix de société. Savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Moi, je suis désolé. Qui nous nourrit au quotidien, c'est l'agriculture. Qui façonne nos paysages? Les alpagistes, le pastoralisme. C'est l'agriculture qui permet d'aller au ski et aussi l'hiver. On peut skier sur des belles pistes grâce aux agriculteurs. Faut dire les choses. Et j'ai un autre petit sujet qui a peut-être rien à voir avec l'alimentation, qui nous chauffe. Avec le gaz vert et la méthanisation. C'est une partie des agriculteurs aussi. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de paramètres qui me poussent à vraiment accompagner vraiment avec l'ensemble des partenaires, et c'est vraiment de façon pragmatique. Moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les postures. Et ça, il ne faut jamais avoir des postures sur ce type de délégation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille et qu'on accompagne, je dirais, la profession, mais vraiment que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde, et accompagner, je dirais, vers un futur, et se dire... On est heureux, on travaille on fait 70 heures par semaine, mais on sait pourquoi on travaille quelque part. Voilà, en gros, si vous voulez... Merci beaucoup pour ces deux exemples très concrets. J'ai encore pas pris de notes. Merci. Pas besoin de notes, j'ai senti qu'on était dans un modèle où on n'a plus de notes cet après-midi, on parle avec le cœur aussi. Merci pour ces deux exemples, ceux liés aux marques de territoire, on en a beaucoup parlé, et ce sont des exemples qui sont partagés, qui sont importantes. Et puis la question de la restauration collective et de l'impact qu'elle peut avoir comme levier. Je propose de continuer ce tour de table, qui est à la fois tour de table et réponse à une première question, avec Dominique Escaron, président du Parc naturel régional de la Chartreuse. On nous a présenté plusieurs initiatives pendant ces 2 jours, où les parcs naturels, y compris celui de la Chartreuse, sont des sortes d'incubateurs de travail entre les parcs et des productrices-producteurs, pour notamment la revitalisation de races, pour la création de filières, pour la sensibilisation. Comment vous voyez votre rôle en tant que parc naturel, laboratoire, on va réutiliser ce terme, pour le patrimoine alimentaire? Bonjour à tous. C'est vrai qu'un parc, c'est un objet administratif un petit peu particulier, il faut commencer par ça. En France, on en a plus de 50 maintenant. Et dans ces parcs, on a la particularité d'avoir aucune compétence. Voilà, on est responsable de rien, comme ça on vit absolument tranquille. Non, et contrairement au département qui vous a expliqué qu'il avait une compétence sociale, par exemple, et que ça lui coûtait 800 millions d'euros, nous on n'a pas de compétence, ni sur les voiries, ni sur l'eau, ni sur rien. En fait, on est un espèce de regroupement de gens qui ont envie de vivre ensemble sur un territoire. Voilà. Et donc, le parc de la Chartreuse regroupe les 72 communes qui sont sur le massif, les 2 départements, Isère-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les villes portes, Grenoble, Voiron, Chambéry, et maintenant les 7 EPCI, dont la métropole de Grenoble. Voilà. Parce que ici, vous êtes, alors pour certains en France, en Auvergne-Rhône-Alpes pour la région, en Isère, en métropole de Grenoble, sur la ville de Grenoble, je crois. Parce que c'est partagé ici, il y a Saint-Martin-le-Vinou et la Tronche, je pense qu'on est à Grenoble ici. Enfin, vous voyez, des compétences, des situations administratives, il y en a beaucoup. Alors nous, le parc,
En fait, on est un espèce d'ensemblier de tout ça et on essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc on va travailler sur beaucoup de sujets avec toujours un petit peu les mêmes logiques qui viennent d'être expliquées, mais nous sur un travail en projet. Donc les projets, vous avez peut-être vu Laure qui vous a expliqué un certain nombre de choses. Je ne vais pas donc revenir dans le détail de tout ça, mais quand on va récupérer des vieux pommiers au Sénat qui datent de la Chartreuse parisienne pour réintroduire une variété de pommes en Chartreuse, on va le faire avec le lycée agricole de Saint-Imier. Et ces arbres vont être multipliés dans toutes les communes. Bon, voilà, c'est un exemple comme ça. Elle vous a peut-être parlé aussi de tout le travail qu'on a fait sur les graines, les légumes pour les potagers, et où c'est un travail où on a travaillé avec l'université, on a travaillé avec des particuliers, avec des agriculteurs pour faire un inventaire des graines, des variétés de toute nature, de courges, de poireaux et de tout ce que vous voulez. Certaines qu'on a trouvées à quelques exemplaires qu'on fait développer dans certains jardins pour essayer d'augmenter, si vous voulez, la variété, le nombre, la qualité. Et on fait ça avec les agriculteurs, avec des passionnés, avec des associations. Et ça, on est au cœur de ce que fait un parc. Toujours, on travaille avec tout le monde, souvent en mode projet. Alors, comme il y a le commissariat des Alpes, on va chercher parfois des moyens là où ils sont, que ce soit en Europe, que ce soit en France, dans les régions et départements. On mène des projets et on a une bande d'agents, dont Laure que vous avez rencontré, qui portent ces projets pour le compte de tout le monde. Et effectivement, comme l'a dit le vice-président du département, à la fin, nous, on essaye de faire en sorte d'habiter notre territoire et d'habiter un territoire qui reste agréable, c'est-à-dire en paysage, qui reste agréable parce qu'on peut y travailler, parce qu'on y mange bien, parce que nos enfants ont un avenir. Et c'est comme ça qu'on intègre un petit peu toutes ces fonctions et on est au cœur de ce rôle de parc. Magnifique, merci beaucoup. En partant d'une entité qui n'a pas de compétences, finalement, peu de compétences mais beaucoup d'actions au sein des parcs, c'est aussi une particularité. En fait, les parcs permettent de décloisonner des politiques publiques qui parfois sont un peu trop séparées sur les territoires. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez mis en évidence aussi. On va y revenir certainement parce que c'est un besoin qu'on a dans cet objet qu'est le patrimoine alimentaire et l'alimentation. On va peut-être passer maintenant vers quelqu'un. On a parlé beaucoup d'agriculture, d'agriculteurs. Certaines et certains ont été présents et le regard maintenant de la Chambre d'agriculture par le président de la Chambre d'agriculture de l'Isère, Aurélien Clavel. Quelle est la perspective d'une Chambre d'agriculture ou finalement qui représente le secteur ou la profession sur ces dynamiques de territoire liées à la valorisation d'un patrimoine alimentaire, à ce foisonnement qu'il y a là? Comment est-ce que vous le percevez? Quel est le rôle que vous pouvez jouer? Bonjour à toutes et tous. D'abord, Aurélien Clavel, président de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Je suis agriculteur pas très loin de Bourgoin-Jallieu, plutôt au Nord-Isère, une exploitation laitière, en vache laitière en IGP Saint-Marcelin, avec une production musicole, noix, noisettes, et puis une production de bière sur l'exploitation. Du coup, oui, c'est une vaste question. C'est vrai qu'il y a cette partie alimentaire. Peut-être que, avant d'expliquer ce qu'on fait, en faisant très rapidement, l'alimentation, c'est à la fois un mélange entre le territoire, entre les savoir-faire des femmes et des hommes qui travaillent, et une histoire aussi, parce que si nous avons des productions sur ces territoires, c'est qu'il y a une histoire qui sont très diverses et variées, mais il y a une histoire derrière ça. Et en fait, un petit peu ce mix de tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle finalement le terroir. C'est un mot très français, il n'y a même pas de traduction en anglais de ce mot-là, mais c'est quelque chose qui nous ressemble beaucoup en France, enfin je pense même dans d'autres pays alpins, notamment Suisse et Italie, où on est très attachés à ce territoire-là. Et donc en fait l'alimentation, c'est tout ça. Et comme Cyril l'a expliqué, il y a différentes notions, mais quand on parle de ça, si on part à la base, c'est une production alimentaire. Et quand on dit produire, c'est pas un gros mot, c'est qu'on a besoin d'alimentation, une alimentation qui vient de nos territoires, et une production bien sûr qui respecte notre environnement.
mais c'est à la base une production alimentaire. Et quand on parle de production alimentaire, on a besoin aussi d'accompagner les agriculteurs dans cette production alimentaire. Et là, la Chambre d'agriculture a un rôle complet d'être aux côtés des agriculteurs pour allier aussi bien les accompagner dans les différents aléas qu'ils peuvent connaître et ce qu'ils peuvent avoir, mais aussi pour les aider techniquement dans leur production, notamment à aller vers des démarches plus responsables. Donc, Cyril Madinier tout à l'heure l'a dit un petit peu, parce que nous avons aussi des partenariats avec le département pour mettre en place ces politiques-là. Donc il y a déjà un rôle qui est important, c'est comment est-ce qu'on est aux côtés des agriculteurs pour les accompagner dans les techniques, faire évoluer leurs pratiques, évoluer leurs techniques, et aussi les aider à soit avoir des meilleures techniques, de leur parler au niveau de la transformation, comment est-ce qu'on les accompagne aussi pour des techniques de transformation, pour parler du sanitaire, pour les aider à vendre. Et aussi, après, il y a tous ceux qui sont sur les filières plus longues. Comment est-ce qu'on les aide à se regrouper? Cyril parlait tout à l'heure de structuration de filières, donc c'est à ce niveau-là, comment on les aide à se regrouper pour s'organiser, pour aller vendre sur un marché, vendre la production du territoire. Et quelque chose qui est important, et là qui vient faire plus en lien, en gros ce sont les filières longues, les circuits courts, et nous développons et nous travaillons sur ce qu'on appelle les filières de proximité, c'est-à-dire comment on massifie cette offre locale pour qu'elle soit consommée localement. Et donc là, on a fait ça notamment à travers la marque Isère, nos produits Isère, dont je suis président du pôle agroalimentaire qui gère cette marque-là. Donc c'est aussi à travers soit la restauration collective, soit la distribution ou les achats alimentaires, que la part locale prenne plus de place dans les achats alimentaires des citoyens isérois. Donc il y a ce premier rôle d'accompagner les agriculteurs sous diverses façons à différents niveaux, et aussi la Chambre d'agriculture a un rôle quand on parle de territoire, savoir-faire, histoire, c'est que ça veut dire que ça regroupe beaucoup d'acteurs autour de cette alimentation-là. Et la Chambre d'agriculture aussi a un rôle d'intermédiaire entre ces acteurs-là. C'est-à-dire que quand on met des politiques alimentaires territoriales en place, on le fait avec les territoires, c'est-à-dire les politiques territoriales. On le fait aussi avec les représentants de l'État. On le fait, le département que j'ai cité fait partie des collectivités bien partie prenante. C'est aussi avec différentes organisations, différentes associations. Et la Chambre d'agriculture est aussi un acteur qui permet de réunir réunir tous ces acteurs-là pour mener des politiques alimentaires et faire en sorte aussi, et quand on parle de patrimoine, c'est aussi garder ce qu'on a, faire en sorte qu'il y a une production alimentaire continue à exister demain sur tous les territoires malgré tous les aléas. Merci beaucoup pour cette vision extrêmement riche de ces relations et du rôle d'intermédiaire que vous pouvez jouer. Maintenant, nous allons passer à Delphine Bontou, qui est commissaire adjointe du commissariat de Massif des Alpes. Nous avons déjà entendu une de vos fonctions, c'était de financer certains projets. Donc là, on a déjà entendu quelque chose, mais plus largement, dans le rôle de la commission, comment est-ce que vous pouvez favoriser ce rôle de laboratoire et peut-être au-delà des laboratoires, des projets qui permettent de développer le rapport au patrimoine alimentaire ? Bonjour à tous, on s'est vu hier en effet, mais j'ai pas pris le temps d'expliquer ce qu'était un commissariat de massif. Et il y a au moins quelques personnes dans la salle qui savent ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. Un commissariat de massif, c'est un service de l'État qui est issu d'une loi en faveur de la montagne qui a cette année 40 ans et qui a décidé de mettre des moyens spécifiques sur la montagne, donc une réglementation spécifique, des fonds d'accompagnement financier et aussi des équipes dédiées au sein des services de l'État pour accompagner les politiques de la montagne. Donc on a un rôle en effet à travers le Fonds national d'aménagement et de développement des territoires, de financement et d'accompagnement de projets à l'échelle des Alpes. On a également un rôle de mise en réseau des acteurs, de facilitation justement des projets. Il avait été évoqué notamment par mon prédécesseur le fait d'être allé chercher le parc des Baronnies pour donner une dimension massive des Alpes à ce projet qui était en émergence. Et puis aussi on assure le secrétariat de ce qu'on appelle le comité de massif des Alpes. Le comité de massif, c'est une sorte de parlement de la montagne. Dans les Alpes, c'est 77 membres
Et ce comité réunit des élus, donc des élus locaux, mais aussi des députés, des sénateurs, des services de l'État, des acteurs économiques, dont le monde agricole qui est présent, des entreprises, des industries, les acteurs du tourisme. Et puis on a également les associations, la société civile qui est présente. Et donc c'est vraiment un lieu d'échange et de débat pour savoir quelles orientations on veut donner à nos territoires de montagne pour qu'ils restent vivants et habités, et aussi qu'ils puissent s'adapter au changement climatique, puisque c'est vraiment une de nos thématiques de travail prioritaires. Donc pour accompagner ces démarches-là, en effet, il y a le volet financier, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Moi, ce qui me semble relativement important, c'est justement ce panel d'acteurs qu'on peut mettre autour de la table au sein du comité de massif. Je crois que ça ne fait pas de doute que l'agriculture, le patrimoine et les paysages alpins sont vraiment des atouts que l'ensemble des acteurs de la montagne veulent protéger. Je pense que ça fait vraiment consensus. C'est vraiment des ressources humaines, naturelles et économiques que l'ensemble des acteurs souhaitent préserver. Donc pour moi, le comité de massif, ça peut être une instance dans laquelle on met en résonance ces sujets, dans lequel on vient présenter ses travaux, dans lequel on vient peut-être construire des dispositifs qui viennent soutenir ces dynamiques-là. Et puis on a aussi, au-delà de ce comité de massif, qui est 77 membres, des groupes de travail spécifiques dédiés, alors qu'ils sont plutôt des groupes thématiques. Il y a par exemple un groupe sur l'agriculture, il y a un groupe sur le tourisme, sur les mobilités. Mais notre force, c'est de pouvoir faire travailler ensemble les acteurs. Et je pense que ces 2 jours-là, ils nous ont montré que, en fait, comme vous l'avez dit, l'alimentation, c'est une association en fait d'un ensemble d'acteurs, d'un ensemble de dynamiques. Et donc, je pense que le comité de massif et le commissariat de massif peut servir à ça, pour donner de l'écho et de la dynamique à ce projet qui est déjà riche de tous les territoires. On voit qu'il y a plein d'initiatives, qu'elles soient françaises ou européennes. Mais si on veut leur donner une dimension de partage à l'échelle du massif et peut-être de dispositifs ou de dynamiques volontaristes pour en parler, pour transmettre à nos jeunes au sein des écoles, on peut peut-être construire ensemble des choses qui vont en ce sens, en ayant autour de la table les acteurs agricoles, les acteurs de l'éducation, les élus locaux, les départements, les PNR et l'ensemble des services de l'État aussi qui peuvent concourir à ça. On a notamment donc les DRAF, les directions régionales du ministère de l'Agriculture, qui travaillent aussi à l'animation du réseau des acteurs des PAT, les projets alimentaires territoriaux. Et donc ça peut être aussi un réseau d'acteurs qu'on va mobiliser, dans lequel on peut proposer des sujets, mettre en discussion les sujets. Donc il y a à travers le commissariat de massif l'ensemble des autres services de l'État qui peuvent concourir à partager cette dynamique. Merci beaucoup pour la mise en perspective institutionnelle et contextuelle de votre fonction, la fonction du commissariat des massifs, qui montre, et je pense que ça a été mentionné dans toutes les interventions, cette nécessité d'agir de manière intersectorielle sur finalement le lien entre le territoire, l'alimentation, la valeur économique qui est dégagée, les savoir-faire. En fait, on est dans cette transversalité-là. On l'apprend par la culture. Notre porte d'entrée ici, c'est la culture, qui est peut-être le dénominateur commun à tous ces éléments. Et après, il faut trouver comment faire dialoguer ces différentes dimensions. Je regarde Cassiano Illuminati parce qu'on a... Oui. Mais en fait, je rebondis un peu sur cette observation de Julien par rapport à l'intersectorialité pour dire qu'en France, on a vraiment un montage très intéressant au niveau de la gouvernance entre les parcs qui travaillent de façon intersectorielle, parce qu'il y a beaucoup de compétences diversifiées qui tous les jours se côtoient au niveau du parc, et c'est comme ça que tout ça est né aussi en France, au parc de Bauge. Et là, on a la chance d'avoir vraiment représenté les chambres d'agriculture, les commissariats de massif, donc l'État, les départements d'Isère, un département très dynamique. Et je dirais qu'au-delà de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, donc vous nous avez vraiment fait quelque part toucher des mains la réalité institutionnelle qui est très riche, qui est aussi un peu un modèle, je trouve aussi pour les autres pays alpins. Et en fait, d'imaginer ensemble des actions concrètes. Par exemple, le département de l'Isère, là, pour la première fois, accueille les rencontres du patrimoine alimentaire alpin. Et ce que disait Julien, sur l'intersectorialité, on a l'agriculture et la culture qui travaillent ensemble. Et il y a très longtemps, en Rhône-Alpes, on avait travaillé à un projet culture-agriculture, Trait d'Union. On avait aussi un petit magasin
Je vous parle d'il y a 30 ans. Donc, je pense que c'est une longue histoire. Et je crois que peut-être en Isère, effectivement, avec la Chartreuse aussi et avec les Vercors, on pourrait réorganiser des rencontres de patrimoine alimentaire alpin parce qu'on a une attention. On n'a jamais vécu ce qu'on a vécu ici avec une marque territoriale, des producteurs si mobilisés. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose, là, cette table, qui me fait réfléchir aux perspectives et à mettre vraiment un peu en lumière ces montages-là. Donc, le rôle de chacun. Peut-être qu'on pourra s'engager aussi pour réfléchir à un petit document ou une petite note d'analyse de tout ce qu'on a vécu là, parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. Effectivement, on a parlé beaucoup de bonnes pratiques locales. Là, on est sur une bonne pratique institutionnelle. Et peut-être le deuxième tour. Je peux amener juste une précision, Allez-y. c'est que je ne sais pas si on a la chance en France d'avoir des institutions nombreuses, mais aussi très complexes. Et je ne sais pas si c'est un exemple dans ce sens-là, les millefeuilles administratifs français dans les différentes institutions, mais en tout cas, ce qui fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se regroupe, c'est peut-être pour être plus efficace et agir. Il y a tellement d'endroits où il faut agir quand on veut avancer en France qu'on a intérêt de mettre beaucoup de monde autour de la table. C'est très intéressant, l'effet millefeuille. En même temps, on voit que les couches du millefeuille peuvent s'associer. Peut-être un regard suisse de la part de Cassiano Luminati qui travaille, lui, de manière intersectorielle dans une région, et peut-être ton regard, Cassiano, sur ce qui a été dit, et peut-être un regard un peu comparatif sur ces approches territoriales, paysage, alimentation, économie. Qu'est-ce que tu peux peut-être refléter? Merci. Non, je vois beaucoup de ressemblances à des démarches qu'on fait aussi chez nous, disons, c'est clair. Puis peut-être c'est administrativement un peu moins complexe, mais c'est pas simplifié complètement aussi en Suisse. C'est pas peut-être le mythe que c'est tout simple en Suisse, mais quelquefois c'est pas exactement comme ça. Mais effectivement, disons, l'approche qu'on a, c'est de mettre autour d'une table tous les acteurs qui peuvent travailler sur un secteur. Donc, je mets aussi le tourisme. Qu'on n'a pas évoqué, on a évoqué un peu avant, mais disons, c'est aussi un élément très important dans nos régions et on l'a vu aussi ici. Disons, on fait beaucoup aussi pour ce target group de gens qui c'est un marché très important et les musées, la culture, disons, tous ces éléments-là sont très, très importants. On est dans un musée qui a une fonction de médiation avec laquelle on travaille beaucoup. Et donc, je vois effectivement des ressemblances avec ce qu'on est en train de faire aussi en Suisse. On a, disons, les compétences sont un peu différentes. Disons, on a des compétences aussi au niveau local très grandes en Suisse. Disons, les communes ou les régions suisses ont des compétences aussi très grandes pour certaines discussions. Donc, on peut être peut-être plus vite et plus proche du terroir pour développer les choses. Mais la chose qui me semble plus importante, c'est cette démarche qu'on est en train de faire, c'est une démarche alpine avec tous les pays, c'est le fait qu'on échange. Donc c'est l'aspect très important de se prendre le temps aussi d'échanger avec les autres et pas de rester seulement dans l'Isère ou à Grenoble, ou ça, mais de voir aussi ce que les autres font et d'échanger. C'est ce qu'on voulait faire avec ces rencontres. Avec des gens qui viennent ici, on a vu aussi des exemples ici qui sont super intéressants, qu'on va répliquer tout de suite en Suisse, que vous êtes en train de faire ici, parce que c'est effectivement très intéressant. Et ça, c'est l'aspect intéressant d'une démarche comme ça. Donc cet aspect parce que je crois que tous, dans toute la Calpin, on travaille plus ou moins avec les mêmes valeurs. On voit la nécessité de sauvegarder le patrimoine, la nature. On a les mêmes défis. Et l'aspect, disons, important, c'est l'échange. On se prend pas beaucoup de temps pour s'échanger. Et donc, il y a la possibilité de le faire avec des projets comme celui qu'on avait fait dans l'espace alpin, Interreg Alpin Space, qui nous a amené aussi à cette table ronde ici. Après, déjà, le projet a terminé en 2019, maintenant en 2025, presque 2026, on a continué à travailler sur ça. D'échanger et de voir les bonnes pratiques, comment elles peuvent être inspirantes pour des uns et des autres, parce que quelquefois on arrive à un certain point et
on s'arrête parce qu'on n'a pas la bonne idée, et l'idée, elle est déjà là, parce que presque toutes les bonnes idées sont déjà là, on doit seulement les trouver. Et donc le réseau permet de faire cet aspect-là. Et donc l'aspect, disons, que je vois important, même si on travaille, moi je viens d'une petite vallée dans les Grisons, mais l'aspect très important, c'était vraiment d'échanger, de travailler nous à la frontière avec l'Italie. Donc nos voisins sont très importants pour voir ce qu'ils font, comment on discute ensemble sur les thèmes très proches. Et dans le patrimoine alimentaire alpin, on a vraiment défini aussi, disons, ces valeurs communes qu'on a et qui nous permettent de dialoguer, même si on peut-être parle tous la même langue, parce que c'est aussi la difficulté des échanges. Non, donc, on reste toujours dans la safe space de la langue, et peut-être on ne va pas en Slovénie à voir ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait des choses extrêmement intéressantes. Et ces espaces qu'on crée avec ces rencontres et avec le projet aussi de la candidature, c'est vraiment la possibilité de continuer ce dialogue et d'échange qui nous permettent d'enrichir aussi les politiques qu'on a au niveau local avec des nouvelles idées, de nouvelles possibilités, et de voir qu'on n'est pas seul, disons, avec les cadres. Parce que à la fin, si on veut discuter des cadres politiques, moi je crois que partout on a les moyens. Disons, les Alpes, c'est pas une région pauvre, donc on a les moyens pour faire les choses. Et on voit aussi la volonté, disons, presque partout, d'aller dans une direction. Et si on le fait ensemble, on croit beaucoup. Et moi, je travaille aussi dans la SUERA. Je suis membre de 2 groupes d'action dans la SUERA. On a mis cet aspect-là aussi dans ces aspects plus général, parce que les Alpes sont effectivement un laboratoire très intéressant pour ces politiques-là, parce que les Alpes dialoguent toujours, elles ont toujours dialogué, et puis on a continué à développer des outils de gouvernance transnationale, la Convention des Alpes, maintenant la SUERA, qui nous permettent d'échanger. Et ce thème qu'on a choisi ici, le thème alimentaire, c'est un thème qui fédère beaucoup plus que les autres. Parce que l'alimentation, la culture, c'est un thème qui nous permet de dialoguer beaucoup plus que sur les autres thèmes. Si on parle d'énergie, de trafic, il y a peut-être des conflits. Mais sur l'alimentation, je vous dis, à table, il n'y a pas de conflit. On peut vraiment dialoguer et développer les choses. Et ça, c'est effectivement la valeur qu'on a. Donc, moi, disons, de mon point de vue, c'est effectivement la nécessité de continuer dans cette démarche. Et cette reconnaissance UNESCO nous permet d'avoir un cadre qui nous permet de continuer ce dialogue aussi pour le futur. Et j'espère que les institutions elles sont là, et les déclarations que vous avez faites, elles sont exactement dans cette direction. Je ne vois pas de difficulté à continuer ça ensemble. Ça, c'est l'aspect que je trouve très positif, disons, de ces rencontres. Toutes les fois qu'on les fait, on sort d'ici, on dit oui, on est sur la bonne voie, et on voit qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup, Cassiano. Ça nous lance dans un deuxième tour. Je pense que la question a été posée par Cassiano. Il y a cette démarche de reconnaissance auprès de l'UNESCO qui va arriver. En soi, elle va permettre de donner une visibilité à ces démarches, à la fois locales, à la fois régionales, à la fois internationales. Comment est-ce que dans vos institutions, vous pouvez valoriser, accompagner cette reconnaissance ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça permet, selon vous ? On refait le même tour, dans le même ordre, peut-être. Cyril Madinier. C'est comme vous voulez. Moi, avant, je vais quand même faire une synthèse de tout ce que j'ai pu entendre aussi. Moi, j'ai bu l'ensemble de vos paroles. Et c'est vrai que je dirais qu'il y a bien des sujets qui sont transversaux et qui nous touchent, nous, Français, enfin, Isérois français, Italiens, Suisses, où je pense qu'il y a un travail qu'on puisse faire, je dirais, de façon collégiale, qui puisse nous faire avancer, parce qu'on veut tous arriver au même endroit. Et c'est vrai, c'est le principe de l'Europe, hein, je veux dire, c'est le principe de l'Europe des nations, ou l'Europe tout court, comme vous le souhaitez. Mais moi, j'ai un exemple qui est peut-être... Ça n'a rien à voir avec, je dirais, l'alimentation, la prédation. C'est un sujet, quand même, la prédation, qu'on rencontre, nous, en France,
en Italie, en Suisse, pour être allé, j'ai échangé avec des Suisses sur ce sujet, ça peut toucher l'Espagne, où chaque pays a une approche, je dirais, complètement différente. Moi, je vais vous donner l'approche que nous avons au niveau du département de l'Isère. On a une politique avec la Fédération des alpages de l'Isère, je dirais c'est une association très dynamique, où on permet la mise en place ce qu'on appelle un berger d'appui. C'est un berger d'appui. Un berger d'appui. Ce qui permet, je dirais, d'accompagner nos bergers, je dirais, tout au long de l'estive, de la saison. Qui permet aussi de les accompagner lorsqu'il y a de l'arrêt maladie, de la bobologie, ou qu'il y a une forte prédation, ou carrément parce que le berger a besoin d'être sorti un temps pour se reposer, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Et ça, vous voyez, c'est des sujets où je profite que vous soyez présente pour le mettre en avant parce que c'est très apprécié. C'est très apprécié par l'ensemble des acteurs, je dirais, des alpages. Après, il y a toujours le côté financier qui est de plus en plus difficile parce qu'il ne faut pas se leurrer quand même. On a un budget de plus en plus contraint, que ça soit sur le département de l'Isère. Vous savez, où je vous parle, on n'a pas de budget français encore. Donc, je m'en cache pas. Donc, c'est des budgets quand même qui sont contraints. Mais ceci étant, ça marque, je dirais, l'importance, je dirais, d'aller vers pour. Et un autre exemple, et je pense que ça peut nous toucher tous collectivement, le côté le foncier. Ça n'a rien à voir, mais il y a quand même une grande cohérence. Le foncier. Aujourd'hui, le monde agricole, moi je parle souvent des jeunes agriculteurs, ceux qui veulent s'installer, pour pouvoir s'installer et qui sont pas toujours issus de familles d'agriculteurs. La grosse difficulté, c'est d'avoir du foncier. Parce que c'est pas simple. Et nous, sur le département de l'Isère, et j'en parle parce que c'est vraiment un sujet, on a mis en place ce qu'on appelle un PAEN. Je m'explique. PAEN, c'est une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels. C'est-à-dire, c'est des terrains qui sont déjà agricoles, zonés agricoles, et qui restent, je dirais, dans l'agriculture à durée indéterminée. C'est important ce que je dis. Indéterminé. C'est-à-dire qu'il y a juste un ou deux ministres qui puissent casser, je dirais, ces zones PAEN. Parce que, vous savez, quand on est en zone, entre guillemets, agricole, il suffit qu'on fasse un plan local d'urbanisme ou un plan local d'urbanisme intercommunal. Ça peut être modifié tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et donc, que certains de ces terrains puissent être modifiés. Tandis que là, ces PAEN, ça permet vraiment de rigidifier et que ça reste à l'usage agricole. Et ça, je pense que c'est important. Et vous voyez, ces deux exemples que je donne, ça, c'est des exemples qu'on pourrait travailler en partenariat, mais que ça ne soit pas uniquement le département de l'Isère, parce que qu'importe, ou franco-français, qu'importe. Vous savez, moi, je suis très européen. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler de façon collégiale, mais d'un pays à un autre, je suis intimement persuadé qu'on peut avoir, je dirais, des excellents exemples chez nos voisins. Chez nos voisins. Et je le pense très fort, chez nos voisins. C'est pour ça que quand on va au salon de l'agriculture, bien souvent, on va sur les différents stands à Paris, vous savez, et on a toujours une oreille pour voir ce qui se passe chez les autres, parce que c'est quand même, quand ça marche bien, pourquoi pas l'amener chez soi ? C'est pas un manque de... Et bien au contraire. J'espère avoir répondu un peu à votre question. Vous avez pleinement répondu à la question, parce que ce qui se passe ici, ce sont des mutualisations de connaissances et des réponses communes à des défis communs. Et je pense que là, on a, quelque part, au-delà du thème du patrimoine alimentaire, on a cette logique très alpine de partage de connaissances et d'expériences. De nouveau, on peut se retourner vers un PNR et puis se poser la question ensemble. Il y a plein de reconnaissances possibles, on reconnaît des territoires, là on reconnaît la bonne pratique de continuer d'échanger et de quelque part poursuivre cet effort. Comment vous voyez-vous la poursuite de cet effort d'échange qu'on va avoir avec la reconnaissance UNESCO, mais qui va se poursuivre ? Qu'est-ce qui pourrait être l'avenir
de ces échanges au sein de votre PNR ou avec d'autres territoires. Comment vous percevez ça? Et est-ce qu'il y a des moyens pour prendre le temps? Alors, le temps, il existe. Après, c'est la plus mauvaise excuse du temps, c'est on dit qu'on n'a pas le temps, qu'on ne veut pas faire quelque chose. Donc, nous, on prend le temps de faire les choses. Voilà. Et dans ce domaine-là, ça fait partie des choses les plus importantes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on est mobilisable sur ce sujet. Voilà, on est mobilisable parce que, comme ça a été expliqué, et je crois qu'il faut replacer, on dit que l'Isère est un département riche, les Alpes sont une zone riche, mais en pratique, les PNR sont installés dans des zones qui, a priori, sont des zones naturelles. C'est des massifs qui existent, le Vercors, les Bauges, par exemple la Chartreuse, c'est un tas de cailloux au départ. Donc si on veut arriver à faire vivre des gens sur un tas de cailloux, c'est pas facile. Il y a de la neige, les routes sont compliquées, les terrains agricoles sont en pente, petits. Si vous mettez toutes les contraintes, vous partez vite en courant, gagnez votre vie ailleurs, quoi. Donc le travail qu'on fait au quotidien, il vise quand même à valoriser ce qu'on sait faire, à le mettre en valeur. Et alors évidemment, c'est tout un ensemble, le tourisme. Et le tourisme, c'est aussi, si je reprends par exemple sur la filière agricole, nous on fait en sorte d'avoir des magasins de producteurs qui permettent aux producteurs de vendre leurs produits très localement. Ici, on en a 2 au pied de la Chartreuse, là, à Comblevis et puis à Biviers, où les agriculteurs tiennent la boutique. Ils sont parfois 8 ou 9 agriculteurs actionnaires du magasin. Ils viennent à tour de rôle vendre le produit de tous. Et ça, c'est tout bénef pour tout le monde, pour le consommateur, pour le producteur qui rencontre ses clients, qui est en circuit court, qui valorise ses produits et ceux de ses collègues, qui travaille un petit peu en meute, comme on dit. Enfin oui, on est dans des logiques comme ça. Ça rejoint aussi ce qu'on fait avec le PAIT à l'échelle interterritoriale, où nous, on bosse tous les parcs, les EPCI, les collectivités de communes, où chacun porte un des projets, c'est-à-dire il y a celui qui porte comment alimenter une cantine, il y a celui qui porte le marché d'intérêt national qui est à Grenoble, celui qui porte, chaque collectivité porte 1 ou 2 projets, et de ce fait-là, il y a peut-être une vingtaine de projets qui sont portés au global dans l'intérêt de tous. Voilà, on avance sur des sujets comme ça d'une manière importante. Donc nous, on est ultra pour ce genre de démarche, et nous, parc où on vise la transmission, la formation, le savoir, l'échange, on est à fond là-dedans. Donc nous, vous pouvez compter sur nous, bien sûr. Ça entre vraiment dans la vision et la mission d'un parc. Merci beaucoup. Aurélien Clavel, vous avez répondu très rapidement en disant il y a quand même un risque, c'est le millefeuille administratif. On comprend, c'est un enjeu. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel finalement dans cette démarche collective? Vous nous avez parlé de l'organisation que vous avez ici en Isère. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut vous aider d'avoir des expériences qui proviennent d'autres territoires alpins, que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux regards sur vos pratiques? Oui, tout à l'heure c'était plus une réaction qu'une réponse. Oui, on se sert peut-être... Préciser, ça a été évoqué, le PAIT. Le PAIT, c'est le plan alimentaire interterritorial de Grenoble, qui regroupe les territoires en fait de Chartreuse, la métropole grenobloise, le Grésivaudan et le Vercors, et puis une partie du Sud-Isère, qui fait plus de 500 000 habitants avec tout ça, avec des territoires très divers. Et c'est aussi une expérience... une bonne expérience, et quand on met autour de la table des territoires très ruraux et des territoires très urbains, dans cette expérience de regrouper du monde, et le pari n'était pas gagné au début. Mais bon, c'est en lien avec l'alimentation, mais on sort un peu de la partie alpine. Pour répondre à cette question d'expérience ou autre, peut-être quand on parle de patrimoine, vous me direz si je me trompe, mais un patrimoine, c'est quelque chose qu'on avait de présent, quelque chose de riche, quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on doit faire perdurer. Mais perdurer dans le sens, il me semble encore une fois, de ne pas mettre un territoire sous cloche. Et j'ai bien aimé cette expression d'avoir des territoires vivants. En fait, il faut avoir des territoires vivants. Le territoire alpin était un territoire vivant. Il doit rester un territoire vivant demain. Et il me semble que quand on parle de défense du patrimoine alimentaire alpin, c'est bien dans ce sens-là. Et donc, si on garde ce sens-là dans cet aspect patrimoine alimentaire alpin, c'est faire un territoire où on continue de faire vivre différents acteurs
et dont un des acteurs qui est indispensable à cette vie des territoires, qui est l'agriculture. Et pour continuer à la faire vivre, ça veut dire qu'il faut aussi qu'elle soit encore là demain. Et pour qu'elle soit là encore demain, c'est là où on posiez la question des expériences. On a besoin d'avoir des expériences, de savoir ce que d'autres font, parce que, en fait, pour repartir peut-être des défis, si on veut qu'elle soit encore là demain, il faut répondre à la question de renouvellement des générations d'agriculture. Il faut répondre à la question des évolutions climatiques, où nos territoires de montagne ne sont plus épargnés par le manque d'eau ou les effets de sec. L'aspect aussi prédation, qui font parfois à certains endroits alpins où l'agriculture se retire et les territoires se referment. Et du coup, ça impacte toute une vie de territoire, parce qu'il y a un lien très fort, Cyril l'avait dit un peu au début, entre l'agriculture et le tourisme. Enfin, ça a été cité aussi avec les points de vente collectifs. Les agriculteurs qui vendent sur place. Donc il y a des liens. L'agriculture a des missions très importantes sur ces territoires-là, tourisme, lien social dans les villages et production économique, que ces territoires restent vivants aussi économiques. Et donc, pour aller à cet aspect, pour qu'il reste demain, ces expériences-là sont indispensables quand on a ces trois défis de renouvellement de génération, l'évolution climatique et la prédation. Comme je disais, la Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs pour qu'ils soient encore là demain et qu'ils s'adaptent leurs pratiques et leurs conditions. Et donc, on a besoin de ces échanges, de savoir ce qui se fait de l'autre côté du Mont Blanc quand des agriculteurs développent de nouvelles pratiques ou de nouvelles techniques, ou quand certains territoires mettent des politiques agricoles en place qui peuvent être différentes de chez nous, qui peuvent servir à l'agriculture. Et quand on parle de ça, bien sûr, derrière, c'est aussi pour garder notre production alimentaire alpine. Merci beaucoup Aurélien. Votre définition du patrimoine, c'est bien celle comprise dans le cadre du patrimoine culturel immatériel et du patrimoine vivant. Bon, c'est l'idée. Bon, l'idée centrale que l'on développe ici, c'est de dire ce patrimoine, il peut pas être figé, il peut pas être quelque part protégé. On veut le sauvegarder. La sauvegarde passe par la transmission et l'adaptation aux conditions. Et je pense que c'est exactement la logique qu'on a ici, qui est peut-être différente de protection de territoires comme on peut les connaître lorsqu'on veut les garder intacts de différents facteurs. Donc c'est bien cette logique-là qui nous mobilise aussi dans les réflexions communes. Et c'est quand même important de le rappeler, parce que parfois, en voulant garder quelque chose, on le protège, on le met sous cloche, on le norme, et puis en fait, finalement, petit à petit, on tue ce qui se fait... contre-cœur, même contre-volonté, quoi. Mais... C'est très intéressant d'avoir cette réflexion sur la projection, la transmission et les conditions qui changent. Peut-être de la part du commissariat des massifs, comment est-ce que vous avez évoqué avant les missions que vous avez, comment est-ce que ces missions s'incarnent dans une dynamique de l'arc alpin? Comment est-ce que vous êtes associé à des projets à l'échelle de l'arc alpin, et comment ce projet ici, finalement, qui est issu de différentes étapes, il y a eu un interreg sur Alp Foodway, il y a eu différentes évolutions. Comment est-ce que vous pouvez accompagner la poursuite de démarches qui sont basées sur ces idées d'échange au-delà des frontières? J'avais réfléchi à votre première question de tout à l'heure, mais elle a changé dans le tour de table. C'est vrai, je vais répondre à celle-là d'abord. Le commissariat de massif est pleinement intégré et partie prenante des politiques européennes des Alpes. J'ai un collègue au sein de l'équipe qui est pleinement dédié, notamment dans les politiques de la SUERA, qui assure justement le secrétariat français de la SUERA. Sur les dynamiques de la convention alpine qui a été citée exactement, et également, ce sont les ministères qui sont en pilotage, mais qui nous associent étroitement. Donc en fait, les Alpes, elles sont bien pensées dans leur dynamique européenne. C'est vrai que j'ai présenté plutôt les dispositifs français dans la première série de questions, mais bien évidemment, en fait, à la fois pour l'accompagnement de nos porteurs de projets français à aller déposer, justement, à avoir accès à cette dynamique, notamment Interreg, dans les groupes de travail, les différents groupes de travail, que ce soit de la Convention alpine ou de la SUERA. On est impliqués et on veille à ce que, voilà, du coup, les acteurs français soient bien en dialogue avec l'ensemble des acteurs européens, parce que c'est cette dimension européenne qui nous enrichit. On en est tous convaincus. Et si vous voulez répondre à la première question, c'est bienvenu aussi. Alors moi, ce que j'avais retenu de la première question, c'était en quoi cette labellisation UNESCO peut donner une dimension supplémentaire ou nous aider. Moi, ce que j'ai vu de ces 2 jours, c'est un jour et demi auquel j'ai participé pour la première fois, c'est
En tout cas, je pense qu'il y a une dynamique d'échange extrêmement riche qui est en place. Il y a vraiment un réseau d'acteurs qui se tissent, des connaissances qui se font, des cartes qui s'échangent. Et donc, je pense qu'en tout cas, cette dynamique interne en fait à ce réseau alpin européen des bonnes pratiques du patrimoine alimentaire, elle est en place. Et je pense que si on lui donne les bonnes conditions pour se réunir, ça se poursuivra. Par contre, je pense que la dimension complémentaire que peut donner une reconnaissance UNESCO, c'est une visibilité encore plus grande en dehors de ce réseau d'acteurs qui est convaincu et qui partage. Une première visibilité pour les gens qui habitent nos territoires dans chacun de nos pays. Aller vers les habitants des territoires ruraux, mais aussi de nos villes. Dans les Alpes françaises, on a des grandes métropoles, du coup, dans le massif ou aux portes du massif. Et donc, on sait que ces labellisations, ces visibilités, en fait, elles donnent à voir et elles permettent d'embarquer plus largement. Donc, pour les habitants et aussi pour les scolaires, je pense que ça donnera aussi une dimension particulière. Et enfin, on l'a évoqué à plusieurs reprises pour le tourisme. En effet, c'est une reconnaissance internationale qui va parler, même en dehors du cercle européen. Les Alpes françaises accueilleront également les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Et donc, cette reconnaissance UNESCO de dimension internationale, ça permettra de parler de ces pratiques, de ces bonnes pratiques, de tout ce travail qui a été fait à l'échelle européenne. Et donc, pour moi, c'est cette visibilité qui nous permettra d'aller plus loin que du coup ce cercle d'acteurs qui déjà se connaît et travaille bien ensemble pour aller vers nos concitoyens, vers nos enfants, nos scolaires et vers les pratiquants de nos territoires, notamment les touristes. Merci beaucoup pour cette ouverture vers des perspectives qui sont très intéressantes. En effet, il y a un aspect de visibilité qui est indéniable, mais après, il y a une nécessité de poursuivre la structuration, peut-être, de systématiser, parce qu'il y a eu 4 rencontres de ce type, est-ce qu'il y aura une 5e, une 6e et là, je pense qu'on entre aussi dans quelque part les responsabilités partagées des différents échelons pour poursuivre des efforts qui sont financiers, qui sont parfois aussi d'apport de compétences pour permettre la poursuite de cette dynamique. Valentina ? Moi, je voulais simplement rajouter quelque chose par rapport à... Parce qu'on a parlé beaucoup d'agriculture. Et moi, je pense qu'un des effets importants de nos rencontres et de cette candidature, c'est non seulement cette internationalisation plus importante en termes de visibilité, mais c'est aussi une prise de conscience générale sur le fait que agriculture, c'est aussi culture. C'est que nos agriculteurs ne sont pas simplement des producteurs de nourriture, comme on pouvait les imaginer en fait dans une vision dépassée, mais ils sont des gens qui transmettent la culture du territoire. Et comme on est dans des pays en Europe où la culture est souvent identifiée avec la C majuscule, c'est-à-dire théâtre, musique, art, et on ne considère pas qu'un agriculteur, c'est un porteur de culture. Je pense qu'il y a une petite révolution quelque part un peu culturelle qu'on doit aussi encourager dans nos esprits, parce que moi j'ai beaucoup plus de facilité à parler de ça avec des peuples indigènes comme les Maoris de Nouvelle-Zélande ou alors les peuples d'Afrique qu'en Europe. C'est très difficile. La culture, c'est toujours le patrimoine bâti, patrimoine monumental, c'est dans les musées, c'est dans des bibliothèques, c'est dans les livres, c'est dans les archives. Mais non, moi je ne pense pas que la culture elle soit là. Je pense qu'on s'est un petit peu trompé quand même, parce qu'on a créé des frontières qui sont parfois étanches, justement. Donc on a beaucoup de mal à créer cette intersectorialité dont on parle tant. Et on l'a vu à Barcelone avec Julien. On a été donc à ces rencontres mondiacultes. C'est les grandes rencontres de l'UNESCO sur les nouvelles politiques culturelles à l'horizon 2030 et au-delà, où en fait on a décidé d'inscrire la culture parmi les objectifs du développement durable. Et je pense que là, on a aussi dans nos pays qui sont justement très institutionnalisés et très sectorialisés, on a un grand défi à relever. Et c'est très bien parce que là, autour de la table, on a surtout de l'agriculture et c'est très intéressant. Pour réagir à ça, moi j'ai beaucoup aimé ce matin le témoignage du festival Simple en fait, qui a dit mais nous on s'est inscrit le jour des journées nationales du patrimoine en septembre pour faire notre événement, et je trouve que c'est une belle ouverture justement pour montrer que les journées du patrimoine c'est pas que le patrimoine bâti ou un musée, mais c'est aussi d'aller vers ce type d'événement. Et donc ce matin ça m'a marqué de me dire profitons de cet événement qui a une visibilité, qui est apprécié aujourd'hui, pour proposer des temps
de partage et de rencontre sur ces sujets-là. Je trouve que c'était une belle association qui devrait être évidente, mais qui du coup n'est pas forcément. Et donc c'était un bel exemple de dire on a profité de cette date pour mettre en avant cette culture. Donc voilà, c'est peut-être à garder en tête. Effectivement, c'est peut-être aussi une autre bonne pratique qui pourrait être incluse, d'associer ce type de démarche sur le patrimoine vivant aux Journées européennes du patrimoine. Il y a eu des tentatives, c'est toujours une discussion sur le thème de l'année, sur les Journées européennes du patrimoine. Vous savez que c'est une initiative qui est liée au Conseil de l'Europe et à la Commission européenne. Il faut dialoguer entre les deux, mais c'est effectivement une très bonne opportunité. Je propose d'ouvrir la discussion un peu au-delà de ce cercle ici sur le devant. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle qui pourraient être formulées et qui pourraient accompagner la discussion? Là-bas au fond, voilà. Et puis comme avant, le petit rituel d'attente de la caméra avant de parler. Et c'est Martine. Alors, Martine Jacques du Valais en Suisse. J'avais une question pour le président de la Chambre d'agriculture. Vous avez parlé d'une des missions de l'agriculture comme étant celle de créer du lien social. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu tellement de belles initiatives. On a vraiment l'impression que voilà, il y a un élan avec les agriculteurs, les producteurs, qu'ils participent à des fêtes, qu'ils participent à des marchés. Chez nous, vous avez vu ce matin, on a aussi beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se passent. On a des agriculteurs passionnés qui se mobilisent. Néanmoins, on a encore beaucoup d'exploitants agricoles qui restent très individualistes. Et je me demandais justement, comment c'était chez vous. J'avais peut-être besoin d'être un peu rassurée, savoir si c'est partout la même chose, qu'on a finalement un petit groupe d'agriculteurs qui s'engagent et qui partagent et qui créent ce lien social, et si vous avez aussi beaucoup d'agriculteurs qui finalement ne remplissent pas ou peu cette mission de création du lien social. Aurélien Clavel, je vous laisse répondre. Oui, on peut répondre. Je pense qu'en France aussi, l'individualisme gagne du terrain, même chez les agriculteurs. On n'échappe pas à ce que notre société, ce qui avance dans notre société, où chacun regarde d'abord son propre intérêt avant de regarder un petit peu ses voisins. Après, on a quand même bon nombre d'initiatives en France, de collectifs, ne serait-ce que pour acheter du matériel, pour créer des organisations de producteurs. On parlait des points de vente collectifs tout à l'heure, où en Isère, on en a 25, on est le plus gros département de France, où des agriculteurs se regroupent pour pouvoir vendre. Donc, en fait, derrière le lien social, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'aspect, bien sûr, travailler ensemble, qui se perd et auquel on a du mal. Et là, peut-être que pour réussir à réattirer ou recréer des groupes, il faut le faire sous des choses différentes et montrer à l'agriculteur, ou c'est vrai aussi dans la société, mais montrer à l'agriculteur l'intérêt qu'il aurait d'aller chercher dans ce groupe-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chercher pour soi en partageant avec les autres. Et après, dans ce lien social, donc c'est facile à dire, hein, après à mettre en place et à faire, c'est plus compliqué. Après, dans le lien social, il y avait aussi l'aspect de territoire vivant. C'est-à-dire qu'un agriculteur, quand il vit sur un territoire, il met ses enfants à l'école. C'est souvent lui qui déneige la commune et qui va aider aussi les personnes qui ont du mal à déneiger. C'est aussi avec les fêtes rurales. J'ai vu, il y avait un thème ce matin, mais les fêtes rurales, c'est souvent à la base des agriculteurs qu'ils ont faites pour animer les villages, animer les villages, qui permettent de mettre de la vie, qui permettent de faire en sorte un lieu où les gens se rencontrent. Donc derrière le lien social, il y a l'aspect travailler collectif, mais il y a un peu plus que ça aussi, ce que j'entendais derrière. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup pour cette réponse. D'autres questions, d'autres remarques? Devant, ici. Bonjour. Oui, juste, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce qu'avait dit Madame. Vous avez dit que, très justement, que le Festival des Simples avait
saisi l'opportunité des journées du patrimoine, mais inversement, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup plus de visites du château aux journées du patrimoine du fait qu'il y avait le festival des simples. Ça montre un peu que l'interaction a été dans les deux sens, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, c'était juste... Effectivement. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Sinon, une réaction spontanée, c'est que finalement, séparer le patrimoine bâti matériel du patrimoine immatériel, c'est un peu artificiel et on l'utilise dans nos discussions. Mais si un lieu est attractif, c'est pour toute une série de raisons. Et le fait notamment de passer par l'alimentation, passer par les produits, passer par d'autres formes d'expression culturelle, ça peut que renforcer tout type de lieu. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi un petit risque qu'il y a de séparer de manière un peu artificielle ces formes de patrimoine, parce que finalement, en tant que personne, quand on est attiré par un lieu, c'est parce qu'il y a toutes ces dimensions-là. Et c'est une remarque très pertinente et on peut vraiment aussi la prendre en compte. Il y a beaucoup de manifestations culturelles qui sont toujours plus ou moins liées avec certains petits éléments gustatifs, ou vente de produits locaux, etc., qui permettent de faire le lien un petit peu, et c'est un petit peu bijectif. Enfin bon, c'est un peu un terme savant, mais c'est dans les deux sens que ça va, quoi. L'un ne peut pas aller sans l'autre, ni l'autre sans l'un, quoi. Absolument. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur cette thématique? Sinon, on a encore une question là-bas derrière, ou une remarque? Oui, bonjour, Catherine Giraud, donc de l'Isère. Je voulais signaler qu'en fait, depuis quelques années déjà, les journées du patrimoine se sont ouvertes au patrimoine naturel et que c'est vraiment en effet un tout, que le patrimoine alimentaire dont on parle aujourd'hui, c'est aussi en effet toutes les techniques, mais c'est aussi tous les milieux agricoles qui, eux, sont, quand on regarde côté nature, qui sont des milieux d'accueil et des habitats pour la biodiversité. Alors parfois abîmés en effet par certaines pratiques modernes, mais qui globalement ont toujours été des milieux très très favorables à la nature. Et je pense que culture, nature, agriculture, c'est en fait sans doute un peu indissociable et peut-être à reconnecter. Merci beaucoup pour cette remarque. Est-ce que vous souhaitez réagir? Oui. Oui, c'est quelque chose de très intéressant et même merci de soulever ce point-là parce que on oublie quand même beaucoup. Enfin, dans les gros enjeux, il y a aussi l'aspect biodiversité qui est à maintenir dans les prochaines années et que une des premières choses, c'est qu'une fois qu'il y a plus de terres agricoles, plus d'agriculture, souvent sur ces territoires-là, la biodiversité disparaît encore plus vite que s'il y a des mauvaises pratiques agricoles. Et quand on parle en fait, ces liens-là sont très importants, comme ils ont été cités, entre l'agriculture, l'environnement et puis la production, l'agriculture et la production alimentaire. Mais en gros, l'agriculture et l'environnement, pour raisonner, on essaye souvent d'opposer les deux. Mais en fait, l'un ne va souvent pas sans l'autre. L'un a besoin de l'autre. Les agriculteurs sont les premiers acteurs de l'environnement. Et en fait, quand on parle du patrimoine alimentaire alpin, s'il y a une faune et une flore aussi diverses, c'est parce qu'il y a des pratiques agricoles, il y a des agriculteurs sur ces territoires-là. Comme j'expliquais, il y a des endroits où ils n'y sont plus, les territoires se referment et la faune et la flore diminuent fortement. Et donc, c'est important aussi de reciter ça. Et quand je parlais de figer aussi, il y a certains, pour essayer de protéger l'environnement ou autre, essaye d'arrêter des pratiques agricoles ou arrêter l'agriculture, mais en fait on en fait un paysage artificiel en fait. C'est plus un paysage naturel. Dominique Guescaron? Oui, on peut compléter. C'est vrai que c'est un grand ensemble. Alors nous, dans les parcs, on a quand même un œil très particulier sur la biodiversité. Vous avez compris, on n'a pas de compétences, mais on a des missions et c'est une de missions importantes. Mais c'est vrai que cette biodiversité, elle joue aussi. Alors je vais citer des trucs, ça fait toujours rigoler, mais par exemple les Chartreux, vous savez, ils font de la liqueur avec des fleurs. Ils se lancent dans des tisanes. Donc vous voyez, et des tisanes avec des fleurs naturelles, avec des produits qui viennent de la nature. Donc ça aussi, c'est des choses qui existent. Les champignons, il y a des ramasseurs de champignons, il y a des gens qui font des tas de choses avec des champignons. Donc il y a tout ça. Vous voyez que l'homme, on est toujours lié avec tout ça. Et nous, on essaye toujours de faire en sorte que notre espace naturel, on le protège. Mais
pour le protéger, on a besoin de ressources aussi, on a besoin d'économies. Et finalement, on s'aperçoit, et c'est pour ça aussi que les Alpes, on a cette chance, c'est qu'on a des économies solides autour qui permettent aussi d'être attentifs, de protéger et de développer des zones naturelles. Ça, tout ça, c'est des choses qui sont liées. Et après, sur la culture, moi, j'aime bien toujours donner des exemples que je trouve rigolos. C'est quand vous avez des gens passionnés de fossiles, un jour, vous avez quelqu'un qui trouve un fossile incroyable, et ce fossile, il finit dans un musée. Et ce musée, il fait venir des gens, et il fait tourner une économie, et il permet de vendre, parce qu'il y a une fromagerie à côté du fromage, et qui fait vendre un agriculteur. Enfin, tout ça, c'est des chaînes, et c'est un grand ensemble qui doit être bien appréhendé dans sa globalité, parce que il faut tout ça pour que ça marche. Il faut la biodiversité, il faut le respect, il faut la culture, le savoir, les scientifiques. On n'en a pas parlé, mais c'est pareil, la culture scientifique est ultra importante pour l'avenir d'un territoire. Donc c'est ce que j'appelle le grand ensemble, ou la vision un peu qu'on a de tout ça, mais je pense que c'est important. Voilà. Est-ce que vous y réagissez aussi ? Oui, juste un petit mot. Quand j'écoute Dominique, ça me rappelle... non, elle n'est pas si loin que ça, faut pas dire ça. Ça me rappelle un rapport que j'ai fait voter au conseil départemental en 2023 qui s'appelait la charte départementale de la ruralité. Ouais. C'était un outil opérationnel pour les maires et qui avait été travaillé en collaboration effectivement avec le département, mais avec l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, les chasseurs, les environnementalistes, les pêcheurs, on avait les alpagistes, tout le tissu associatif, parce que tout à l'heure on parlait de l'individualisme. Et le principe de cette charte, c'était vraiment donner ce qu'on appelle un outil opérationnel aux élus locaux, c'est-à-dire aux maires et leurs conseils municipaux, pour accueillir, je dirais au mieux, les personnes qui arrivent dans nos villages. Parce qu'effectivement, il faut dire les choses comme elles sont, l'agriculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier acteur économique de nos villages. Moi, quand j'ai besoin de connaître un sujet particulier, bien souvent, je vais voir un ancien agriculteur de chez moi, hein, et bien souvent, c'est une Bible à ciel ouvert. Et ça touche à la fois l'agriculture, la culture, le patrimoine, parce que moi j'y compare le patrimoine aussi, les traditions. Tout à l'heure on parlait des fêtes agricoles, les fameux comices. Vous savez, je pense que vous connaissez tous la foire de Beaucroissant. La foire de Beaucroissant, c'est une foire ancestrale, je dirais, c'est la plus ancienne foire qui puisse avoir. C'était vraiment la fête de l'agriculture et de la ruralité. Et donc, vous voyez, on touche l'ensemble des grands axes de la ruralité, de l'agriculture, de la culture. Vous savez, tout est lié. Et sachez que dans nos villages, nous, sur le département de l'Isère, lors des fêtes du patrimoine du mois de septembre, mais il y a une effervescence. Mais il faut voir comment les gens sont heureux. Parce qu'on se retrouve, parfois ça coûte pas... Vous savez, là, dans les petits villages, on ne va pas se cacher, on n'a pas de gros moyens. Donc on ne va pas faire des grandes fêtes. Mais il suffit qu'on s'intéresse à son voisin, et puis je peux vous dire que c'est gagné. Parce que les gens se parlent. Et c'est ça, là, où il faut qu'on arrive à réussir tous collectivement, au fait de tous se reparler pour qu'on puisse avancer le plus loin, vous savez, le plus loin possible. Merci infiniment. Ça ressemble énormément à un mot de conclusion. Énormément, mais on va quand même encore prendre une dernière question s'il y en a une. Oui, très volontiers. Alexandre ? Oui, hier, le repas qui nous a été offert par la Chartreuse a été présenté par un des producteurs, et ce producteur-là a indiqué que l'association des producteurs de Chartreuse s'était constituée à partir d'un événement qui était le Congrès national des parcs naturels régionaux, qui s'était passé en Chartreuse. Et moi, je rebondis un peu sur l'idée ou la suggestion de Delphine Pontou. En fait, effectivement, en 2030, on a les Jeux Olympiques. Et en fait, il y a aussi un enjeu, je pense, sur la question de ce que vont manger les athlètes. Et au-delà, éventuellement, les gens qui vont venir. Et c'est vrai que donc là, on est dans un processus de candidature aujourd'hui qui est porté donc par la Suisse, qui doit aboutir normalement en mars 2026. Notre enjeu, il est aussi de
perdurer et de continuer à avoir des actions. Et les actions, elles passent par des projets très concrets, qui sont des projets de coopération transfrontalière entre établissements scolaires, entre agriculteurs, etc. Et on a cet enjeu-là de rendre aujourd'hui, pour nous et pour l'ensemble des gens qui vont participer à la dynamique, rendre concret les enjeux et les actions. Et je pense que ça peut être aussi pour la France, mais aussi la France accueillant le reste du monde, un enjeu. Donc moi, je suis demandeur de contact avec les gens qui peuvent être à l'organisation pour poser en tout cas cet enjeu-là. Voilà, et ça peut être aussi intéressant et ça peut être aussi un outil de fédération et pour rendre bien concret les choses à ce niveau-là et de façon symbolique. Voilà, c'était ce que je voulais dire simplement. Cassiano aimerait réagir parce que il y a les Jeux Olympiques, ils vont déjà se passer l'année prochaine, déjà dans l'espace alpin. Dans les Alpes, oui. Et ce que tu dis, Alexandre, c'est déjà un peu, ça ouvre déjà des perspectives qui sont un peu présentes maintenant. Vas-y, Cassiano. Oui, les JO à Milano-Cortina, donc elles sont dans les Alpes. Elles sont très près de où j'habite, Bormio-Livigno, il y aura les Jeux. Donc, on ne va pas copier exactement ce que font les Italiens, parce que sur le patrimoine alimentaire, je dois dire qu'ils n'ont pas vraiment mis l'accent. Mais je crois que c'est vraiment une grosse chance pour nous. En février, on va organiser un gala des Alpes au Géo officiel à Milan. C'est la Suisse qui... Nous, la Suisse, la fédération qui veut célébrer, disons, jusqu'avant le dépôt de la candidature, cette candidature. Donc, c'est effectivement une occasion de donner visibilité. L'aspect de la visibilité est très central dans le travail qu'on a fait. Quand on est parti avec le projet, c'était vraiment de montrer la variété et combien de personnes sont derrière ces pratiques dans l'arc alpin. Parce qu'on dit toujours, mais cette petite agriculture structurée petite, comme ça, c'est pas très important, tout ça. Mais si on voit combien de gens mettent de la passion, travaillent sur le terroir, ça devient relevant. Et donc, ça devient relevant aussi pour le niveau politique. Parce que c'est pas seulement la grande agriculture industrielle et tout ça, mais c'est vraiment la petite agriculture qui maintient tout ce qu'on a dit. Parce qu'à la fin, tout ce qu'on voit est maintenu en grande part, le paysage qu'on connaît, qu'on aime, que le touriste photographe, est maintenu par ces gens qui travaillent dans le patrimoine alimentaire alpin, qui a tous ces enjeux de biodiversité, d'aménagement du territoire, etc. Donc, les grands événements sont effectivement aussi une grande occasion pour mettre en avant, disons, et montrer, disons, aussi dans un cadre sportif qui est global, comme les Géo, ce qu'on est en train de faire dans les terroirs. Et c'est intéressant si on commence à dire, mais non, la candidature, elle va être déposée l'année prochaine en mars. Si on est sur la liste, dans le registre, on sera en fin 27. Donc on attend pour les Géo de 2030 pour mettre en place quelque chose, effectivement, où l'aspect alimentaire dans l'arc alpin peut être montré en partant aussi des terroirs français qui font partie de ça, parce que les Jeux ils vont être dans différents lieux, donc qui sont en train de travailler beaucoup sur ce thème-là, et on peut mettre avant ce type d'approche alimentaire et pas, disons, et ça c'est l'occasion qu'on pourrait prendre aussi dans une discussion comme celle qu'on fait aujourd'hui, de dire ok, on se met ce but de célébrer aussi, pas seulement le Géo en France, dans les Alpes, qui seront des jeux soutenables, et tout ça, mais aussi tout ce qui fait cet environnement, qui sont les Alpes, qui est fait par le patrimoine alimentaire alpin. Donc ça pourrait être aussi... et là, quand il y a des grands événements, il y a des grands budgets. Les budgets, ils s'ouvrent, toutes les bourses s'ouvrent magiquement, et donc on pourra utiliser un petit peu aussi pour travailler sur ces thèmes-là. Donc, et on va commencer cette année, l'année prochaine en février à Milan,
Et j'espère qu'on pourra le faire tous ensemble. Merci Cassiano pour cet exemple très direct. Alors on prend une dernière question. Ah, on en prend deux et puis comme ça on va bien terminer. Non, je voulais rebondir pour dire que ça a été déjà fait. Il y a des exemples du passé qui pourraient inspirer le présent. Ça vient des autres Jeux olympiques, c'était les Jeux de Turin en 2006. Donc la province de Turin avait créé ce panier de produits typiques de la province de Turin, qui était fournisseur officiel, qui existe encore, je vais dire 2006, mais ça existe. Ils n'avaient pas travaillé spécialement avec cette notion UNESCO de patrimoine immatériel vivant, mais c'était, sans utiliser le mot, c'était très présent comme logique d'action. Et donc, je vais lire les critères. Ce sont des produits, donc, pour rentrer dans ce panier, c'était des produits fabriqués de façon artisanale par des producteurs locaux, donc case 1, oui, qui appartenaient à la tradition historique locale. Donc, dans ce cas, on a eu aussi des processus d'inventarisation, donc de recouverte de variétés végétales, animales, de revitalisation, comme on le dit, sont produits avec des matières premières locales, donc pas d'importation. Et oui, il y avait aussi cette idée de patrimoine vivant, pas de musée, mais avec de potentiel pour le futur. Donc ça existe encore en 2020, presque 20 ans après, donc pourquoi pas répliquer les solutions, les bonnes pratiques qui ont démontré de fonctionner. Merci beaucoup pour cette excellente illustration et finalement de montrer que parfois ce sont ce type d'initiatives qui sont plus durables que les infrastructures construites pour les Jeux Olympiques. Une autre question. Oui, pardon, sans relancer les débats. Et puis je suis désolé, donc, Christophe Corbière au service agriculture et forêt au département de l'Isère, donc auprès de Monsieur Madinier. Et j'ai pas pu assister à vos précédents travaux, donc n'hésitez pas non plus à m'interrompre si je vous relance sur des questions que vous avez déjà débattues. Avant donc les JO 2030, il y a 2026, l'année du pastoralisme. Voilà, et chaque année se tient à Grenoble au mois d'octobre la fête de la descente d'alpage, mais aussi parallèlement aussi le festival du film Pastoralisme et grands espaces, qui est aussi un moyen média pour défendre aussi la culture aussi. Et voilà, il y a cette occasion-là aussi avec les services du département, nos collègues, on valorise aussi pour les Grenoblois qui urbains, mais qui sont au pied des massifs alpins, aussi justement la croisée aussi de ces enjeux sur la montagne, sur le massif alpin, entre bien sûr pastoralisme, activité agricole, mais aussi action de préservation de la biodiversité, aussi avec justement des accords avec des agriculteurs sur des pratiques pastorales pour préserver notamment la flore, mais aussi les zones de nidification du tétra, mais aussi les enjeux liés aux activités sportives sur les massifs alpins. Donc il y a aussi toute cette communication à faire, cette sensibilisation que vous avez abordée. Et et ma question, c'était comment prolonger justement cette dynamique aujourd'hui réunie sur l'année prochaine, sur 2026, notamment par exemple à Grenoble, comment continuer à valoriser aussi ces actions-là autour de ces événements, la descente d'alpage, mais aussi le festival Pastoralisme des grands espaces, et aussi impliquer, vous l'avez évoqué, nos restaurateurs sur les produits de montagne, et comment arriver à prolonger ça. C'est une question que je remets là au milieu. Je me tournais peut-être davantage vers vous, madame, qui représentez le commissariat des massifs. Et est-ce qu'il est possible, le département est bien engagé dans ces actions-là, mais pour l'année 2026, de voir comment on peut établir davantage de partenariats pour valoriser ces actions auprès de la population iséroise et notamment sur l'agglomération grenobloise. Merci. Merci pour cette dernière question. L'année internationale du pastoralisme, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Notamment, on a un groupe de travail agriculture au sein du massif, qui se réunit d'ailleurs la semaine prochaine, et sur lequel on va essayer de travailler. Il y a déjà beaucoup d'acteurs en fait qui élaborent un agenda en fait pour l'année 2026, avec notamment des événements aussi qui mêlent culture et agriculture.
Donc le but, c'est de proposer une offre de communication sur cette année internationale du pastoralisme la plus variée possible. Et donc sans problème pour échanger ensemble et rentrer en contact. Surtout que ces 2 événements qui ont lieu à Grenoble sont déjà bien inscrits dans la scène des événements en lien avec le pastoralisme. Donc bien volontiers pour échanger, notamment avec la Fédération des alpages de l'Isère qui œuvre dessus. Donc à votre écoute. Sans problème, et pour le mettre aussi en dialogue et en partage avec l'ensemble des initiatives du massif alpin pour l'année 2026. Très rapidement, lié à ça, sera organisé aussi par le SUACI, c'est une organisation des chambres d'agriculture, les assises du pastoralisme qui seront au mois de juin l'année prochaine, où l'ensemble des acteurs du pastoralisme de l'Europe seront conviés. C'est extraordinaire parce qu'on voulait terminer avec des engagements très concrets pour la suite. Et il y en a. Donc des opportunités de visibilité, de dialogue, de poursuite des discussions que nous avons aujourd'hui. L'année du pastoralisme est effectivement, à différentes échelles et dans différents contextes, une opportunité pour mettre encore une fois en perspective ce qu'on a dit cet après-midi. Ça veut dire les liens extrêmement forts entre le territoire, les paysages, la biodiversité, le développement durable, la valorisation économique, les savoir-faire, les cultures locales. Tout ça, c'est un ensemble. Et j'ai beaucoup aimé quand on parle de valeur ajoutée. Et on peut mettre valeur ajoutée avec un S à valeur et un S à ajouter parce qu'il y a différents types de valeurs et pas que économiques. Il y a une transmission de plein de valeurs différentes. Et je pense que ça, c'est un point essentiel qu'on a vu durant ces 2 jours et durant cette table ronde. Encore une fois, merci beaucoup pour cette dernière partie de discussion qui a permis à la fois de remettre des cadres et des compréhensions institutionnelles à ces enjeux, en rappelant l'importance de travailler de manière connectée à l'échelle européenne et à l'échelle des Alpes, de manière intersectorielle aussi, même si c'est parfois difficile, c'est possible de le faire, et puis de continuer à dialoguer ensemble, d'échanger, de parler ensemble pour valoriser ces éléments qui nous tiennent tant à cœur. On arrive donc à la fin de ces 4e journées. On se réjouit déjà des 5e, même si on ne sait pas encore où et quand elles auront lieu, et puis que ce modèle puisse se passer aussi dans d'autres contextes. Encore une fois, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va travailler fort pour déposer cette fameuse candidature auprès de l'UNESCO au mois de mars, et ensuite poursuivre le travail, parce que le travail ne s'arrête pas avec la candidature. Le réseau veut rester actif, comme on vient d'en parler, et va rester actif. Mais là, on a mérité une bonne pause après ces 2 journées intenses. Merci encore une fois à l'organisation, aux organisatrices, à tout l'engagement qu'il y a eu pour que ces 2 journées soient un succès. Merci aussi à toutes les productrices et producteurs qui nous ont régalés parce qu'on a pu mettre aussi en saveur les mots qu'on a beaucoup utilisés. C'était extrêmement enrichissant. Et puis encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil et pour ces échanges.